il y a des biographies qui viennent de partout. De partout, même de France, même de la Californie. C'est extraordinaire. Ici, on est à Nouveau-Brunswick. Alors, elle me parle de sa famille, de 12 enfants. Ils n'ont pas grand-chose. Pour mes 7 ans, un nouveau déménagement s'annonce. Mon père a acheté une ferme au Nouveau-Brunswick. Tous nos voisins sont des cultivateurs. Tout près de la maison coule un petit ruisseau. Mon sport préféré, c'est d'aller y pêcher des petites truites. Comme mes parents n'ont pas les moyens financiers pour m'acheter des lignes à pêche, mes frères m'en fabriquent avec l'aide d'un bout de bois, d'une corde et d'un hameçon. Cela fait mon bonheur, bien sûr. La pêche n'est pas toujours bonne, mais quelle joie lorsque je rapporte quelques poissons à la maison. Maman, qui est une bonne cuisinière, me les fait sauter dans la poêle pour le dîner. Un délice pour moi qui suis si gourmande. Et s'il fait chaud, je peux me baigner dans cette petite rivière, mais avec ma robe. Les costumes de bain ne sont pas encore à la mode. Rapidement, je me fais des nouveaux amis. Corrad, Cora, Gaétane, qui sont aussi des voisins de mon âge. Encore aujourd'hui, on se rencontre et nous partageons les beaux souvenirs de notre jeunesse. Avec ces 2 étages, notre nouvelle maison est de grandeur moyenne et on est 14 personnes dans la famille. Alors, il faut coucher 2 par lit. Un boudoir est converti en chambre et on y a ajouté un lit. Nous avons une grande galerie à l'avant avec des chaises berçantes qui ont charmé nos douces soirées. Papa nous a fabriqué des balançoires avec des cordes attachées à des arbres. Au sous-sol de la maison, une cave, mais en terre. C'est la réserve de maman. Souvent, après le souper, mon grand frère Roland nous raconte des histoires ou des aventures imaginaires. Cela me fascine. À l'école, j'apprends des pièces de théâtre et j'aime bien les réciter devant toute la classe à la maison. Quand mes parents sortent, j'invite des amis, on fait du théâtre, on chante des chansons, on a beaucoup de plaisir. C'est ma sœur Thérèse. Chez ma sœur Thérèse, on écoute Georges Guettari, Alice Robbie, Tino Rossi et le soldat Lebrun. Et à la radio, la vie sur cette ferme constitue le meilleur de tous mes souvenirs d'enfant. On a toujours de quoi se nourrir, se vêtir, et maman est une bonne infirmière lorsque nous sommes malades. Elle prend soin de nous tous. Quoique Rondelette, sa pharmacie modeste, pas Rondelette, modeste, sa pharmacie contient les éléments essentiels pour guérir tous les maux. Teinture d'iode, alcool à friction, huile de ricin, onguent de moutarde, pansement, aspirine et sirop pour la toux. Je suis favorisée d'une bonne santé. Mes anticorps me défendent. Ma sœur Germaine est une bonne couturière. Je me souviens, je n'ai jamais été chicanée par mes parents. Je les aime et je fais tout ce que je peux pour leur faire plaisir. Par contre, Germaine est agressive et contrôlante. Elle me frappe et me fait souvent saigner du nez. Elle me fait peur. Au fil du temps, je comprends qu'elle a des problèmes. Elle n'est pas tout à fait normale. Elle aurait eu besoin de médicaments pour l'aider à mener une vie plus calme, sans saute d'humeur. Plus tard, je me suis fait opérer pour le sinus et le spécialiste m'a demandé si j'avais fait de la boxe quand j'étais jeune. Je n'en tiens pas rigueur à ma sœur et je l'aime beaucoup. Le tricot occupe une grande place dans la vie quotidienne de maman. C'est une détente pour elle après le souper. Tuque, mitaine, bas de laine et foulard, tout se garde bien au chaud l'hiver. Dans mes plus beaux souvenirs de maman, la voir tricoter dans sa chaise berçante constitue pour moi une des plus belles marques d'affection pour nous tous. Et sur cette même chaise, elle nous a si souvent bercés. Comme beaucoup d'adolescents de mon époque, mes parents m'inscrivent au couvent des Oblates dans le but que je devienne religieuse. C'est le même couvent où se trouve ma cousine Lucie qui a fondé la communauté avec un père. Ma sœur Olia, âgée de 20 ans, est là depuis 5 ans. Je me retrouve un peu en famille. Celle-ci se passionne pour la graphologie qu'elle maîtrise avec succès. En septembre 1957, du haut de mes 16 ans, je viens donc rejoindre Olia pour ma 11e année scolaire. Ce n'est pas que c'est loin de chez moi, environ 1 heure, mais l'enseignement est différent et je me décourage au bout de 3 mois.
Il faut dire que la formation chez les religieuses est axée sur la vocation, devenir une sœur. Au fond de moi, je sais que ce n'est pas ma vocation. Je demande une rencontre avec la directrice afin de trouver une solution. On convient d'un transfert dans les cours d'infirmière, ce que j'accepte. De loin, dès lors, elles me font travailler de nuit. J'apprends le métier. Un seul inconvénient, c'est que je ne peux plus coucher dans le dortoir et je dois partager la chambre d'une religieuse qui, elle, travaille le jour. Je ne dors pas bien. J'essaie de reprendre mon sommeil quand c'est tranquille à l'hôpital. Je trouve une civière dans un coin, non achalandée, et je fais une sieste. À l'étage de la maternité, j'assiste souvent à des accouchements en compagnie des médecins et infirmières. Je comprends rapidement qu'en plus de ne pas vouloir être une religieuse, je ne suis pas très sûre non plus de vouloir être maman. Je fais le constat que ce n'est pas de tout repos que de mettre un enfant au monde. De fil en aiguille, je deviens novice, c'est-à-dire fiancée avec Dieu, mais ce n'est pas encore le mariage. De longs mois passent et je m'ennuie de plus en plus. Je décide que je rentre chez nous, bien sûr. Mes parents sont déçus, mais ils m'acceptent sans réprimande. Étant très catholique, mes parents désirent un religieux ou une religieuse dans la famille. C'était essentiel, paraît-il. C'est pas écrit, c'est moi qui dis ça. Le temps lui donne raison, car 2 de mes frères sont religieux. Je n'ai pas beaucoup connu mon frère Roland, car il est entré chez les prêtres à 17 ans, j'étais très jeune. Voilà. Alors, je continue. De temps à autre, je rends visite à ma tante Rita et elle va connaître un garçon qui s'appelle Camille. Et elle se demande, je cite, « Ma grande préoccupation est plutôt, est-ce que je l'aime? Est-ce que je vais l'aimer? » Ce que je ressens au plus profond de moi, c'est qu'on me case. On me case, soit comme religieuse, soit dans le mariage. On m'a fait une chambre, OK, alors je vais. Mes fréquentations avec Camille se poursuivent avec des hauts et des bas. Déjà 10 mois qu'on se fréquente. Souvent, ce sont des bas, car mon intuition ne me laisse pas présager un mariage heureux. Je me pose souvent cette question, c'est quoi au juste l'amour? Existe-t-il une mesure pour savoir où je me situe? On a décidé que le mariage aurait lieu le 6 juillet. Quand elle écrit, on a décidé, qui a décidé? Bon, Camille et moi louons un tout petit appartement meublé et où nous vivrons en juillet. Un soir, Camille et moi nous rendons au presbytère pour rencontrer le curé à cet effet. Sitôt que celui-ci met le doigt sur la sonnette de la porte, je pars en courant me réfugier dans ma chambre, disant que j'avais besoin de plus de réflexion pour ce mariage. Je raconte cette aventure à celle-ci et qui pleure. Le lendemain au travail, mon chum me prie de revenir sur ma décision, mentionnant qu'il est mieux pour nous deux de nous marier. Je publie les bans de mariage entre M. Camille et Mademoiselle Lumina. Si quelqu'un de vous connaît quelque cause ou quelque juste empêchement pour ces 2 personnes, veuillez le déclarer. Pour la forme, une soirée de fiançailles s'impose. Bien sûr, pas de gros party, on n'a pas les moyens. Mais sa mère nous reçoit pour le souper. Mon fiancé m'a donné un jonc avec un petit diamant dessus. Environ 2 semaines avant le mariage, j'emménage seule dans notre futur appartement. Je regarde ma robe de mariage accrochée à ma porte de chambre. Je regrette déjà. Je l'ai payée 25 piastres dans un magasin de la rue Saint-Hubert. Elle n'est ni belle ni extravagante, mais elle ressemble à une robe de mariée. Camille m'a demandé de ne pas payer ma robe chère. Il l'a vue et satisfait. Rien de plus. Cette nuit, le soleil ne vient pas. Je veux m'enfuir, retourner au Nouveau-Brunswick. J'arrive. Et la vie ne se passe pas comme je le désire. Ça y est, c'est aujourd'hui. Il est 10 heures. Cet homme vers qui je me dirige lentement dans l'allée centrale de cette trop grande église, sur le boulevard Monk, à Villemar, mon frère Martin à mon pas, c'est lui que ma famille a choisi. Moi, Lumina, je te prends, Camille, pour mon mari époux, pour t'avoir et te garder
dès ce jour et à l'avenir, que tu sois meilleur ou pire, plus riche ou plus pauvre, en maladie ou en santé, pour t'aimer, te chérir et t'obéir. C'était écrit, t'obéir jusqu'à ce que la mort nous sépare, selon la sainte ordonnance de Dieu et de l'Église. Madame, mes parents me manquent et n'ont pas les moyens de venir à Montréal pour assister à mon mariage. Par contre, pour notre voyage de noces, ils m'attendent. Je reviens chez nous. Ma valise est prête, nous partons. Ce soir-là, ce premier soir, seule dans la chambre à coucher chez mes parents, mon mari met sa main sur ma gorge et me dit en haussant la voix, « Je ne t'ai pas mariée pour te faire vivre. Tu vas continuer à travailler et tu vas me donner toutes tes payes. L'argent que tu as reçu ce soir en cadeau, tu me le donnes. Rien d'autre. Pas même un mot tendre, ni une caresse. » Est-ce que c'est ça qu'on appelle la lune de miel? Nous devons rentrer, mais je me sens bien ici. Alors on peut voir qu'elle n'a pas eu une vie très heureuse avec Camille. C'était comme ça que ça se passe dans notre temps. Et quand on dit que c'était le meilleur temps, ben c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est que c'est donc pas vrai. Merci, à la semaine prochaine.